On s'apprête à passer à la dernière portion de notre journée d'aujourd'hui, déjà. Je vous promets qu'à 8 heures, je vous libère pour une bonne nuit de repos. Notre panel de ce soir porte sur les services à but lucratif. On a souvent entendu dans nos réflexions, dans nos présentations, services à but lucratif, mais on ne l'a pas encore tout à fait défini. Je ne sais pas pour vous, moi, c'est pas encore tout à fait clair ce que c'est les services à but lucratif, puis qu'est-ce que ça inclut, qu'est-ce que ça comprend, elle est où la limite, c'est quoi la différence entre services à but lucratif ou les soins privés, par exemple. Et on a la chance d'avoir avec nous ce soir Neb, que vous connaissez déjà, qui va venir éclaircir un peu le tout pour nous. Non seulement il va nous éclaircir ce que sont les services à but lucratif, mais il va aussi nous expliquer pourquoi le comité aviseur au Québec a décidé de garder ce sujet-là comme question spécifique pour le Québec. Alors Neb, je te cède la parole. Merci beaucoup. Alors, bonsoir tout le monde. Moi, je suis vraiment content de vous voir tous en personne. On s'est déjà vu quelques fois par Zoom. Alors, je vous souhaite la bienvenue, puis on va être avec vous pour le reste de la fin de semaine aussi. Donc, on va se revoir demain et dimanche également. Bon, je ne vais pas prendre trop de temps. Je vais laisser nos conférenciers prendre plus de temps avec vous et discuter avec vous. Je voulais juste faire un lien un peu avec ce qu'on a déjà discuté en séance virtuelle. Puis de faire le lien un peu avec le sujet d'aujourd'hui. Donc, on va peut-être passer... Voilà. Donc, on avait discuté de ces résultats-là lors de la première séance d'information. Puis, pourquoi le comité aviseur a choisi ce sujet pour discussion? C'est en fait parce qu'au Québec, on a vu qu'il y avait un peu plus de... On avait des résultats qui déviaient un peu de la moyenne canadienne. Donc, on avait quelques questions dans le sondage qui peuvent nous parler un peu pour ce soir. Donc, on voit ici que dans le sondage Our Care, nos soins, donc une personne sur 5 au Canada, donc c'est des adultes, donc une adulte sur 5 a déclaré avoir dû payer des frais lorsqu'elle s'est fait soigner. Et au Québec, on avait des résultats qui étaient plus élevés, donc à 37%, donc une personne sur 3 environ. On avait aussi regardé ici le type de service donc pour lequel les frais étaient payés et ce qu'on a dans plus de 80%, c'est la visite elle-même, donc pour une visite avec un professionnel de santé. Prochaine mot. On a aussi ici regardé le groupe des répondants qui n'avaient pas de médecin de famille ou d'infirmière praticienne attitrée. Qui déclarait avoir un autre professionnel de santé. Au Québec, ce chiffre-là se montait à 22%, comparé à 12% au Canada. Et quand on a demandé les répondants qui est la personne à qui vous avez parlé quand vous avez besoin d'un professionnel de la santé, au Québec aussi, on voyait qu'il y avait beaucoup de répondants qui avaient coché l'option « autre ». Donc, autre que pharmacien, spécialiste naturopathe, chiropraticien, travailleur social. Donc, on avait quand même, vous voyez ici au Québec, une portion orange dans la première colonne qui détonnait un peu du reste du Canada. Et on est allé chercher dans le sondage ce que ces répondants ont écrit comme qui était le professionnel consulté. Puis on avait quand même un bon nombre de répondants qui sont allés voir un médecin de famille au privé ou une plateforme de télémédecine privée. Et voilà. Donc, quand on regarde au niveau des soins primaires au Québec, on a 3 types de services. Le premier, c'est un service qui est financé publiquement et organisé de façon publique. On parle ici des CLSC et des GMF, des groupes de médecine de famille universitaires qui sont dans un établissement, donc d'habitude proche de l'hôpital ou gérés par le centre hospitalier. Donc ici, on inclut tous les services médicaux, infirmiers, télémédecine, qui sont inclus dans les services publics, donc gratuits. On a aussi accès aux certains professionnels, comme psychologues, travailleurs sociaux,
des fois physio, des fois pharmacien. Ça dépend beaucoup de la capacité un peu de ce GMF ou de ce CLSC-là. Et dans ces types de services-là, les frais que le patient paye sont minimes. Donc, il paye principalement, occasionnellement, pour certains formulaires ou certains services qui sont non couverts par la Régie d'assurance maladie. On a du côté droit ici, donc financement complètement privé, donc c'est financé au privé à 100%, à but lucratif, donc ceci sont des cliniques de médecine de famille qui sont hors RAMQ, donc c'est les services qui sont donnés par les médecins qui ne sont pas à l'intérieur de la Régie d'assurance maladie, donc sont complètement au privé, puisqu'au Québec, on ne peut pas, comme médecin, faire les deux. On ne peut pas charger le patient et en même temps travailler au système public. Donc, ce sont des cliniques avec des médecins qui sont complètement hors système public. On a aussi des cliniques privées, des infirmières praticiennes, des IPS, aussi hors RAMQ. On a des plateformes de télémédecine privées. On a des cliniques de médecine dentaire, physiothérapie, chiropratique, ostéopathie, psychologie. Donc, on les inclut tout là-dedans parce que ce sont quand même des endroits où les gens vont aller chercher de l'aide et qui ont été rapportés aussi dans le sondage, comme un endroit où on va chercher les soins primaires. On a aussi donc pharmacie, clinique privée de radiologie et laboratoire privé. Donc, dans ces endroits-là, le patient paye tout de sa poche pour tout service, sauf certaines exceptions, donc pour optométrie, pharmacie, clinique dentaire et clinique de radiologie. Au milieu, donc un peu la zone grise qu'on a mis là, c'est donc des services qui sont financés, souvent en partie du public, et organisés de façon privée. Donc là-dedans, on a des endroits qui peuvent avoir un possible but lucratif, dépendamment de l'organisation. Donc, ceci est la majorité, donc la réalité des GMF, donc des groupes de médecine de famille qui sont en communauté, donc qui ne sont pas attachés à un hôpital, donc, et qui sont organisés souvent en société de différents types de propriétaires ou actionnaires. Donc, dépendamment de la taille et des types d'actionnaires, c'est un peu plus un but lucratif que si c'était juste un groupe de médecins ou un groupe de professionnels qui sont propriétaires de la clinique. Une petite minorité de ces organisations-là sont organisées comme OBNL. Donc, la plupart sont plus en société, une entreprise. Après ça, on a des pratiques de médecins non GMF. Donc, ce sont des petites pratiques de quelques médecins qui ont leur bureau, donc qui payent leur loyer puis qui ont une petite clinique à eux. Souvent, ce n'est pas des cliniques qui vont faire beaucoup de profit, donc ce n'est pas vraiment des cliniques qui sont à but lucratif, vraiment. Puis, on a quelques exemples de cliniques d'infirmières qui peuvent aussi avoir une clinique à l'extérieur de l'hôpital, puis qui peuvent être un peu selon le modèle d'organisation plus privée ou OBNL. Dans ces services-là, donc GMF en communauté, tout ça, les services encore sont couverts par la Régie d'assurance, donc tous les services médicaux, mais le patient peut être chargé pour différents types de services qui ne sont pas couverts par la Régie d'assurance, donc encore certains formulaires, mais aussi, puisqu'on n'est pas dans un établissement, donc les cliniques peuvent charger pour les frais de transport, donc certains transports au niveau des prises de sang, au niveau de prise de culture par exemple, ou le matériel, donc si on donne des injections, si on fait des petites procédures, le patient souvent doit payer de sa poche. Certaines cliniques aussi chargent d'autres services accessoires, donc des rendez-vous urgents avec une infirmière. Donc, il peut y avoir un peu certains dérapages au niveau de qu'est-ce qu'on demande comme service supplémentaire et qu'est-ce qu'on peut charger aux patients. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas mélangé plus, mais ça dresse un peu un portrait. Ce n'est pas exhaustif, donc on n'a pas mis tous les détails là-dedans, mais ça donne une idée. Est-ce que c'est un petit peu plus clair? Ça n'a pas besoin d'être totalement clair encore, mais un petit peu plus clair de quoi on parle et pourquoi c'est important qu'on en parle. Excellent. Alors, on va passer à notre panel. Maintenant que ce recadrage-là a été fait, peut-être que tu peux passer le micro à Nadia, c'est la première qui va parler. Mais je vais vous les présenter d'abord. Alors, on a la chance d'avoir avec nous ce soir la Dr Nadia Turial, qui est professeure au département de gestion, d'évaluation et de politique de santé de l'École de santé publique de l'Université de Montréal.
est chercheuse au Centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Sa recherche est centrée sur l'évaluation et l'organisation des soins primaires pour la population vieillissante. La Dr Sourial dirige actuellement un programme financé par les IRSC sur l'évaluation des groupes de médecine de famille et leur impact sur la qualité des soins et l'utilisation des services de santé chez les personnes âgées. Avant sa carrière de chercheuse, elle a également acquis plusieurs années d'expérience en tant que biostatisticienne en recherche sur les maladies chroniques et le vieillissement, ainsi qu'au niveau fédéral et dans l'industrie pharmaceutique. Ces vastes expériences lui ont permis d'avoir une perspective unique sur les défis et les possibilités d'amélioration des soins de santé primaire. Elle est à l'avant avec Patrick Derry. Patrick Derry, qui est rédacteur adjoint à Options politiques, ainsi que chroniqueur et analyste de politique publique. Il s'intéresse notamment aux enjeux touchant la santé, les institutions démocratiques. On peut le suivre sur Twitter, pour ceux qui ont Twitter, au @Patrick Derry. Et la docteure Isabelle Leblanc, que vous avez rencontrée un peu plus tôt, qui était avec nous dans une session précédente. Je vous la représente quand même brièvement. Elle est médecin de famille, travaille en soins de première ligne et pratique et enseigne dans Côte-des-Neiges à Montréal. Elle milite au sein de l'organisation Médecins québécois pour le régime public depuis 2011. Merci beaucoup à tous les quatre, tous les trois, mais tous les quatre d'être avec nous ce soir. Ned, merci d'être avec nous depuis le début aussi. Hein? Alors, la première question que j'aimerais vous poser, c'est, selon vous, par rapport aux soins à but lucratif, quel est leur impact sur l'équité, l'accès et la qualité des soins primaires? Nadia, on va commencer avec vous. Merci beaucoup, Émilie, et merci, Neb, d'avoir si bien mis la table, parce que c'est vraiment une question très complexe de savoir qu'au Québec, même si on a un système de santé universel qui est supposé être gratuit, il faut comprendre que c'est seulement une certaine partie qui est considérée gratuite, c'est ce qu'on appelle les services médicaux médicalement nécessaires, et même parmi ça, comme on a bien vu dans le tableau, il y a aussi maintenant une ouverture vers des services médicaux privés à but lucratif. Donc, pourquoi est-ce qu'on est rendu là? Et qu'est-ce que ça peut avoir un impact justement sur l'accès, l'équité et les coûts? Donc, d'abord, il faut bien dire que si au Québec, actuellement, aujourd'hui, on voit de plus en plus une ouverture vers le privé et de plus en plus de médecins qui visent le privé, des compagnies qui s'intéressent au privé, mais c'est parce que c'est un symptôme du fait des problématiques d'accès dans le système public. Donc, on sait au Québec, on a le plus faible taux d'accès aux médecins de famille au Canada. Donc, comme population, si on est à la recherche d'avoir un accès en temps opportun, alors c'est tout à fait normal qu'on voit ensuite cette ouverture des patients d'aller vers le privé pour recevoir les soins en temps opportun. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ça a des impacts positifs ou négatifs? Bien, certainement, du point de vue de l'accès de l'individu, un individu qui peut se payer le 200 $ pour aller pour une consultation privée, oui, il va y avoir un accès plus rapide. Et ce qu'on voit dans les études scientifiques, c'est que la qualité n'est pas meilleure ou pire au privé ou au public. C'est les mêmes médecins qui décident soit de rester au public ou d'aller au privé. Donc, la qualité reste plus ou moins pareille, mais c'est vrai que pour les patients qui peuvent l'aborder, il pourrait y avoir un meilleur accès. Donc, ce que j'aimerais que vous reteniez dans un premier temps, c'est que oui, il y a une possibilité d'avoir un meilleur accès en allant vers le système privé à but lucratif, mais c'est seulement pour la faible proportion de la population pour qui peuvent se payer les frais d'avoir cet accès-là. Pour l'autre partie de la population, bien, les attentes restent pareilles dans le public. Et cette problématique est encore plus accentuée pour nos patients orphelins. Donc, même pour les patients inscrits à des médecins de famille aujourd'hui, il y a certains patients qui vont se ramasser au privé parce qu'ils ne peuvent même pas avoir un rendez-vous avec leur propre médecin à temps. Ils vont finir par aller au privé. C'est encore pire pour les patients qui n'ont même pas de médecin de famille, qui ne peuvent pas avoir un sans rendez-vous et pour qui le dernier ressort, finalement, c'est d'aller au privé. Donc,
Dans le court terme, la réponse que j'aimerais dire, c'est que le privé à but lucratif, oui, peut répondre à un certain besoin d'accès et répondre à des besoins ponctuels à court terme. Ceci dit, qu'est-ce qui est l'impact pour notre société, pour notre système de santé, d'envisager cette ouverture vers un système de privé de plus en plus à but lucratif? D'abord, je suis certaine que ça vous vient en tête, bien sûr, qu'on crée de plus en plus un système à 2 vitesses. Donc, ceux qui peuvent l'aborder vont avoir des soins plus rapides. Et non seulement cela, on empire la situation du côté public parce qu'on siphonne des ressources du public vers le privé à but lucratif qui ont des conditions souvent plus intéressantes pour les professionnels de la santé comme les médecins. Et donc, l'accès au public devient encore pire. Donc, à long terme, on finit par une érosion du système public pour profiter seulement une petite proportion de la population qui peuvent en bénéficier. Donc, en termes d'équité, ce que les études démontrent bien, puis c'est ce qu'on voit très clairement aux États-Unis, ce qui se passe aux États-Unis, c'est ceux qui peuvent se l'aborder vont avoir des très bons soins en moment opportun, mais pour la grande majorité de la population, ça va être pire. Donc ça, c'est pour la question de l'équité. Et pour la question des coûts, on a encore... il faut savoir que quand on a un système à but lucratif, puis encore une fois, il y a plusieurs études qui le démontrent, non seulement on n'a pas des meilleurs rendements sur les indicateurs de santé d'une population, mais on a des coûts de santé encore plus élevés. Parce qu'avec un système à but lucratif, on cherche à faire du profit. Alors nécessairement, on va organiser les services d'une façon qui va promouvoir un certain profit pour les sociétés, pour les investisseurs, qui peuvent parfois être moins efficients sur vraiment la pertinence des services. Est-ce que vraiment le patient a vraiment besoin de refaire ce labo, refaire ce test? Mais en dupliquant les services, bien, ça augmente le rendement pour la compagnie finalement. Donc, ce qu'on voit, puis encore une fois, on a juste à regarder du côté des États-Unis, plus on ouvre la porte vers la privatisation, moins on peut avoir un contrôle sur les coûts et plus les coûts au niveau sociétal augmentent. Donc, en termes de viabilité future, un système qui contrôle les coûts, qui favorise le public, ça va avoir une viabilité plus longue pour notre système de santé pour contrôler les coûts et assurer un meilleur accès pour l'ensemble de la population, donc plus équitable. Donc, en conclusion, je dirais que si on a une ouverture vers le privé aujourd'hui, c'est un symptôme des problèmes de santé de notre système public. Ça ne devrait pas être la solution, d'après moi, mais c'est un symptôme criant des problèmes du système public et que les efforts devraient être à refermer cette porte en bonifiant le public puis à rendre des soins équitables et accessibles pour tous. Merci. Merci beaucoup. Patrick, de votre côté, on avait une perspective un petit peu différente. Je suis quand même pas mal d'accord avec tout ce que Nadia a dit. Moi, c'est drôle parce que les gens qui sont à gauche trouvent trop à droite, puis les gens qui sont à droite trouvent trop à gauche. Tu sais, je navigue en quelque part entre les deux. Je suis entièrement d'accord pour l'accès, puis tu as très bien décrit, Nadia. C'est l'émergence j'appelle ça le privé-privé. Le privé à côté du système public, c'est certainement en raison des problèmes d'accès. C'est aussi un certain nombre de médecins qui, à un moment donné, décident de quitter le système public parce qu'ils sont en train de vérifier. Puis c'est pas nécessairement parce que c'est plus payant pour eux, mais parce qu'ils veulent juste faire la médecine qu'ils veulent puis pas être pris dans la paperasserie. Donc, l'accès à l'équité, je ne reviendrai pas là-dessus. Il y a les comparaisons avec les États-Unis sur les effets que ça a sur on sait à peu près 10% de la population américaine n'est simplement pas assurée. Puis il y en a un autre pourcentage assez significatif qui ont une couverture, mais c'est une couverture moins bonne, parce que tu as des niveaux de couverture aux États-Unis qui peuvent être souvent des couvertures de l'employeur. Si tu travailles chez GM, tu es correct, chez Apple aussi. Mais si tu as des moins bons employeurs, si tu prends l'assurance individuellement, là, ça se peut que tu aies des surprises quand tu as recours aux soins, puis ça peut même varier d'un hôpital à l'autre. C'est-à-dire que tu vas avoir des hôpitaux dans le tiers A, mais sauf que si tu as l'ambulance, tu t'envoies à l'autre hôpital, là, la facture va augmenter. Moi, je vais donner une perspective rapidement sur... parce qu'ici, on regarde beaucoup les États-Unis pour
quand on regarde le système privé, la fourniture de soins privés et que personne ne veut. L'Europe, c'est différent un peu, puis ça, ici, on parle, par exemple, en rouge, c'est la proportion d'hôpitaux privés à but lucratif dans différents pays qui sont quand même assez comparables au Canada. De l'Allemagne, l'Autriche, l'Espagne, la Finlande, la France, on est tous dans les 20, 30, 40%, c'est du privé à but lucratif. Puis en jaune, c'est le privé non lucratif. Et on voit que le Canada, c'est une exception. C'est-à-dire que c'est des hôpitaux, il y a très, très peu d'hôpitaux privés au Canada. Il y en a quelques-uns. Il y a quelques privés à but lucratif, c'est des relais. Il y a l'hôpital Chaudiss à Toronto, entre autres. Il y a quelques hôpitaux privés conventionnés à but non lucratif. À Montréal, on a les Shriners, mais le gouvernement gère à peu près tout le reste. La différence avec les États-Unis, c'est que tous les autres pays, ces hôpitaux-là opèrent sous la couverture d'un système universel qui est semblable au nôtre. Il y en a qui ressemblent beaucoup, comme je sais pas, le Royaume-Uni ou la Suède, par exemple, l'État est un payeur unique. Puis il y en a d'autres, c'est des assurances, un peu comme aux États-Unis, mais sont obligatoires pour tout le monde. Donc, l'effet est un petit peu différent. Fait que je vais donner cette perspective-là. Puis, rapidement, c'est tous des pays, c'est pas exactement la même liste, mais la plupart se recoupent, où l'accès est meilleur. Là, je passe rapidement, mais c'est en gros, on voit que le Canada est dernier pour à peu près tous les indicateurs d'accès aux médecins, chirurgie élective, accès aux spécialistes, puis évidemment les urgences où on est vraiment dans une classe à part. Puis le Québec est plus bas sur certains de ces indicateurs-là que la moyenne, un peu plus haut sur d'autres. Je pense que le Canada est avant-dernier pour les médecins de famille, mais c'est tout. Et pour des pays qui ont des espérances de vie à peu près comparables. Donc, pourquoi je disais ça? Juste pour remettre en perspective que le privé américain et le privé européen, c'est pas la même chose, parce que si tu as des fournisseurs dans une couverture universelle, puis tu as des fournisseurs à côté, là, effectivement, tu sais, bon, moi, en médecine sportive, je vois mon médecin au privé, parce que j'ai pas le choix. Puis, ça me fait pas plaisir de débourser, mais au moins, je suis capable d'avoir les moyens, mais c'est, en soi, c'est profondément inéquitable, puis l'accès pour un médecin de famille, juste voir, même quand on a un médecin de famille, c'est quoi la bannière. Sur ce qui est de siphonner les ressources du public et du privé, si tu me permets d'apporter quelques nuances là, de mon point de vue, je suis entièrement d'accord, par exemple, pour les médecins. On n'a vraiment pas beaucoup de médecins, en plus, en proportion de notre population au Québec, dans le reste du Canada, par rapport à la plupart des pays développés. Quand on a des médecins qui passent au privé, on les perd. C'est pas plus compliqué que ça. Dans le cas d'autres ressources, des fois, tu peux avoir des ressources au privé qui peuvent être un petit peu plus productives. Dans le cas des hôpitaux, mais là, c'est pas le débat de ce soir, mais pour les médecins, c'est clair que c'est une perte sèche. Il y a des solutions à ça. Par exemple, en Europe, ils vont permettre à nous, les médecins doivent choisir, soit qu'ils sont dans le public, soit qu'ils sont dans le privé. Ils ne peuvent pas être dans les deux en même temps. En Europe, on va permettre, la plupart du temps, de travailler dans les deux systèmes. Même il y a certains pays qui exigent un nombre d'heures minimales dans le système public. Fait qu'à ce moment-là, le médecin qui décide de travailler vraiment beaucoup, au-delà d'un certain nombre d'heures, lui, effectivement, il va créer un peu de l'accès additionnel pour des privilégiés, c'est ça, mais est-ce qu'il va créer de l'accès qui n'existerait pas avant? Enfin, pour les coûts, effectivement, aux États-Unis, c'est pas compliqué, ils payent 2 fois leur système de santé. Ils ont un système, il y a quand même la moitié des dépenses qui sont publiques, mais la moitié des dépenses qui sont privées, puis ça coûte à peu près le double d'ici pour des indicateurs qui ne sont pas nécessairement parmi les meilleurs au monde. Encore là, il y a d'autres façons de procéder. Quand tu as des régimes universels, c'est plus facile de mettre des montants fixes qui vont soit au public, soit au privé, et qui ne changent pas selon le fournisseur de soins. Et là, tu n'as pas cet effet de surenchère-là que tu as aux États-Unis, où comme c'est des assurances, ils font juste repasser les coûts aux employeurs et ainsi de suite. Puis effectivement, c'est une spirale qu'on ne veut pas reproduire ici. Je ne sais pas si mon temps doit être pas mal écoulé, mais... un dernier point. Le dernier point que j'ai fait un peu ma version du tableau de Neve, qui est un peu plus étendu, des CLSC, des hôpitaux, c'est pas important, mais c'est en public, privé non lucratif, puis privé à plus lucratif. Moi, je ne suis pas sûr que les médecins de famille, je ne les mettrais pas tous dans le privé plus lucratif, je ne parle pas de quoi exactement, mais dans le sens où notre mode de facturation à l'acte fait en sorte que ça peut être vraiment très lucratif, surtout si tu orientes ta pratique en fonction d'une facturation optimisée. Et il y en a qui le font. Mais, ceci dit, puis évidemment, moi, je regarde ça d'une autre façon, c'est-à-dire, pourquoi qu'on a la partie en bas où c'est pas couvert, puis pourquoi on ne peut pas remonter tout ça en haut. Puis là, évidemment, ça soulève la question du mode de rémunération, la hauteur de la rémunération aussi,
parce que c'est sûr que si demain matin on couvre tout ce qui n'est pas couvert, ça va coûter beaucoup plus cher, mais en même temps, moi je pense que c'est un problème d'équité qui est fondamental. On devrait trouver une façon que ça fonctionne. Merci beaucoup, Patrick. Donc, il y a une proposition d'un modèle qui serait peut-être hybride entre le privé et le public pour les médecins, qui pourrait agir peut-être dans les deux sphères en parallèle. Oui, mais peut-être avec un minimum d'heures, par exemple, parce que dans des pays où tu as plein de médecins, ça a été démontré, ça ne réduit pas la disponibilité, en tout cas les pays où ça a été fait en Europe, mais nous autres, dans un cas particulier, c'est qu'on n'a vraiment pas beaucoup de médecins, fait que je ne prendrai pas la chance. Mais la clé, c'est vraiment la couverture universelle. Je ne suis pas en train de dire que tout est parfait quand tu as des fournisseurs privés. Il y a des exemples dans les deux cas de fonctionnement, de dysfonctionnement. Quand tu as des indicateurs, de la transparence, tu as de la reddition de compte aussi, tu as des bonnes incitations aussi, pas des incitations perverses, il y a moyen, n'importe qui est allé se faire soigner en Europe sait que ça va un petit peu mieux qu'ici, puis ceux qui ont vécu en Europe, qui reviennent ici, par exemple les gens qui émigrent ici, la première affaire qu'ils disent, c'est voyons quel genre de système de santé que vous avez. Merci beaucoup. Isabelle. Beaucoup de choses à dire, très peu de temps. La première chose, je pense, que je veux dire, c'est qu'on parle beaucoup des médecins et de l'accès aux médecins. C'est ce qu'on fait depuis le début, mais c'est pas ça la première ligne. Les médecins, c'est juste une toute petite partie de la première ligne. Fait que je suis contente que Patrick ait mis ce tableau-là, parce que moi, si mes patients ont accès demain matin à un physiothérapeute et un psychologue, je peux probablement avoir 40% plus de médecins demain matin. Puis je pense que ça va coûter moins cher au système si on fait comme ça. Donc, je pense que la première chose, c'est de recadrer c'est quoi la première ligne. La mixité de pratique, on ne s'entendra jamais là-dessus, c'est des vases communicants. Il n'y a vraiment pas beaucoup de médecins au Québec, comme Patrick disait. Et on le voit, là, maintenant, ils viennent de permettre la mixité de pratique pour quelque chose de très particulier, la télémédecine. Ils ont permis ça en décembre. Donc, un médecin peut voir ses patients au GMF dans la journée, puis après aller faire des téléconsultations le soir et les facturer directement aux patients et aux compagnies d'assurance. Et on voit déjà qu'il y a un transfert du nombre d'heures travaillées en GMF pour ces heures travaillées en télémédecine. Puis la télémédecine, ça peut être quelque chose de très pertinent dans certains cas, mais ça peut être aussi souvent des soins qui sont peut-être un peu moins idéaux, puis peut-être un peu plus des soins de convenance. On parle à quelqu'un au téléphone 5 minutes, 7 minutes, on envoie une prescription, ou on leur dit d'aller à l'urgence voir leur médecin, puis on facture très fort, beaucoup d'argent. Donc ça, c'est un problème. Puis ça, moi, c'est une de mes grandes inquiétudes avec un système à but lucratif. C'est que quand il y a un système à but lucratif, le but, c'est pas de traiter des patients, c'est de faire de l'argent. Hein, il faut qu'on fasse du profit quand c'est à but lucratif. Puis pour faire du profit, c'est rare que ça soit de la bonne médecine. Il n'y a pas de profit à faire avec quelqu'un qui a un cancer, il n'y a pas de profit à faire avec un enfant qui est en situation de handicap, il n'y a à peu près pas de profit à faire avec quelqu'un qui a des enjeux de santé mentale graves. Ces gens-là vont toujours, même dans les pays où le système fonctionne très très bien, ces gens-là sont toujours pris en charge ou presque par un système public parce qu'il n'y a pas d'argent à faire avec ça. Quand on pense à un système de santé public, on a décidé d'avoir un système de santé publique au Québec pour qu'il y ait une équité, pour que tout le monde puisse avoir accès aux mêmes soins au même moment. Puis en ce moment, on parle de problèmes, puis on dit que c'est la faute du public. C'est pas la faute du public, c'est parce que ça fait 30 ans qu'on essaie de gérer le système de santé publique comme un système privé. On veut des top guns de la gestion, on met des gens là, qui c'est super centralisé, on veut gérer ça comme si c'était une PME. On oublie que le but, c'est de donner des soins. Le but, c'est pas de gérer puis d'avoir des beaux tableaux de bord. Le but, c'est que personne qui a besoin de soins reçoive les soins dont elle a besoin. Puis on a perdu, je ne sais pas trop quand, ce focus-là dans notre gestion du système de santé publique. On pourrait avoir la même discussion sur l'éducation, probablement. Parce qu'on oublie, puis quand on commence à vouloir gérer le système de santé publique comme un système privé, ben c'est sûr que le privé fait mieux. Mais c'est pas parce que le privé c'est mieux, c'est parce que notre système de santé publique n'est pas géré comme il faut. Ça, c'est vraiment le but de ce que je veux vous dire. Puis moi, je trouve que c'est très inéquitable en ce moment d'avoir de plus en plus de privés. Le Québec a toujours été, en fait, la province qui a eu le plus de privés au Canada. Depuis le début, ne serait-ce que parce qu'on couvre moins la physiothérapie, la psychothérapie, l'optométrie, mais il y a toujours eu, pour plein de raisons, plus d'ouverture au privé au Québec qu'ailleurs. Et ça me fait continuer. Puis moi, je ne suis pas sûre que le développement du privé en ce moment, c'est à cause du manque d'accès. Je serais prête à dire qu'une partie du manque d'accès qui est peut-être parce qu'il y a beaucoup de privés aussi. On a vu il n'y a pas si longtemps
le ministre de la Santé qui se vantait du fait que 3000 chirurgies par mois sont faites dans des CMS, des cliniques privées, et que ça aide le système de santé. Mais dans le même paragraphe, ça disait que les salles d'opération au Québec étaient utilisées seulement à 78%. Donc ça veut dire qu'il y a des chirurgiens qui opèrent des gens au privé, mais qui pourraient opérer dans nos salles de chirurgie, puis donner des soins aux patients et à tous les patients. Parce que la vérité, c'est que le privé décrème les patients. Le privé à but lucratif, il ne va pas faire une chirurgie sur quelqu'un qui est à risque d'avoir une grosse complication, il ne va pas faire une chirurgie sur quelqu'un qui est très malade, il ne va même pas faire une chirurgie sur quelqu'un qui a peut-être des problèmes de compréhension parce qu'il parle moins de français ou l'anglais. Il va envoyer tous ces gens-là au public, puis il va faire des cas plus rapides, puis parfois les cas les moins pertinents. Donc, en termes d'équité, c'est un problème. Les gens qui, oui, peuvent se payer pour aller payer, on paye sans RAMQ, ou on paye en fait de notre poche. Il y a un problème d'équité pour les gens qui ont plus de sous, mais même un système qui n'est pas, où les gens peuvent être vus avec leur carte d'assurance maladie, il y a un problème d'inéquité parce que ça va vraiment faire la sélection aux patients pour prendre les patients les plus simples en général. Le dernier point peut-être, c'est qu'on voit de plus en plus des modèles mixtes où il y a par exemple des cliniques de médecins, des médecins de famille, des pédiatres qui ouvrent une clinique avec la RAMQ, mais qui, sous le même toit, ont plein de services privés puis envoient les patients aux services privés. Il y a même une clinique où ils ont engagé des IPS, des infirmières praticiennes spécialisées de première ligne, pour faire la clinique d'urgence. Mais pour ça, il faut payer. Puis encore une fois, je reviens à la pertinence des soins. On dépense, il y a à peu près 30% des dépenses en santé qui pourraient être évitées si les médecins faisaient une bonne job, ne faisaient pas les tests qui n'étaient pas vraiment utiles, puis ne donnaient pas les médicaments qui n'étaient pas utiles. Mais quand le patient paye de sa poche, si l'enfant a mal à l'oreille, puis le patient paye 150 $, le parent paye 150 $ pour aller faire examiner l'oreille de l'enfant, ben, il y a de fortes chances que cet enfant-là sorte avec une prescription d'antibiotiques, qu'il en ait besoin ou pas, parce qu'il y a un côté un peu transaction financière. Fait que ça, moi, ça me fait très, très, très peur en termes de pertinence des soins. Et je pense que j'ai fini mon temps, parce que je pourrais continuer vraiment longtemps. C'était parfait. Vous avez tous les trois été super respectueux. On a jusqu'à 45 pour les questions. Puis on voulait aussi peut-être traiter un petit peu de télémédecine. Mais je veux voir avant un peu, prendre le pouls de la salle. Est-ce que vous avez beaucoup de questions? Vous aimeriez mieux qu'on passe aux questions ou on se donne 1 minute pour la télémédecine par panéliste? On en parle un petit peu. Parce qu'Isabelle, t'en as glissé un mot un petit peu. Ouais, moi j'aimerais ça ce que j'avais à dire, à moins que tu aies une autre question. Bien, en fait, c'est ça. Je voulais comme revenir à ça parce que la télémédecine, c'est particulier ce qui est arrivé au Québec. Puis là, ça aussi, ça a un impact sur l'équité, l'accès et la qualité des soins. Si tu as quelque chose à ajouter, ben, juste sinon dire on peut que passer à ton voisin. Souvent, la télémédecine est très, très, très pertinente. Là, j'ai peut-être été un peu brusque en parlant tout à l'heure. Il y a pour faire des suivis de santé mentale, c'est magnifique en termes d'équité pour les patients qui ne peuvent pas prendre une demi-journée de congé sur les heures de travail pour aller voir leur médecin. Mais moi, je le vois dans ma pratique, des patients qui viennent me voir qui ont des prescriptions en télémédecine, qui n'ont jamais été examinés, puis qui n'ont pas la pathologie, la maladie pour laquelle ils ont eu la prescription. Donc moi, ça m'inquiète beaucoup qu'on ouvre au privé à une marchandisation des soins en télémédecine. Mais je suis très contente que ça soit couvert par l'assurance maladie quand c'est des médecins RAMQ qui la prodiguent. Merci. Oui, je suis quand même assez d'accord sur plusieurs des points que tu viens d'aborder, Isabelle. C'est sûr que la télémédecine, s'il y a un risque de basculement, encore là, on n'a pas beaucoup de médecins. Fait que si un médecin fait plus de soins au privé non couverts, ou dans ce cas c'est couvert par l'employeur, bien, s'il n'est pas dans le système public, le minimum, ça serait d'exiger encore là un certain nombre d'heures. Si on va s'en aller là et essayer de créer plus d'offres, puis qu'on a des médecins qui sont particulièrement motivés, bien, c'est correct. Faites les heures au public, faites-en plus après. Là, effectivement, là, il y a la question de savoir à un moment donné s'il y a trop d'incitation à la facturation, à la surfacturation. Mais ça existe malheureusement dans le système public parce que nos médecins sont payés à l'acte alors que c'est une minorité de pays maintenant qui payent leurs médecins à l'acte. Hein. C'est maintenant soit des mécanismes complexes comme la capitation, tu as une prise en charge de tes patients, fait que tu vois ceux qui sont importants et non pas ceux qui sont faciles, ou carrément le salariat, puis là tu engages les médecins, puis tu peux aussi les congédier, parce que ce qui n'arrive pas souvent ici. Ici, c'est juste en CLSC. Un mot quand même sur des avantages de la télémédecine quand même au privé. Il n'y a pas juste des inconvénients, mais il y a des gros problèmes d'équité. L'innovation, c'est-à-dire qu'avant la pandémie, essaye de parler à ton médecin par téléphone, là, puis peut-être qu'Isabelle était dans celle qui le faisait, là, mais bonne chance. C'est vraiment très difficile, presque impossible, puis souvent tu te fais déplacer, tu te fais déplacer pour aller prendre un résultat, tu perdais la moitié de ta journée pour ça.
Là, maintenant, on peut par téléphone, mais bien avant la pandémie, dans le secteur privé, c'était possible d'avoir des consultations par téléphone. Puis là, par téléphone, je parle par iPhone visuel, par exemple. Et là, tous les fournisseurs ne sont pas égaux. Il y en a qui sont meilleurs, il y en a qui essaient de passer par le filtre des consultations par texte avant avec quelqu'un qui traite les cas, puis t'envoie à l'infirmière, puis le médecin, c'est le dernier recours. Il y en a d'autres services, 5 étoiles, où tu tombes sur le médecin direct en dedans de 2 minutes, là, comme Maple. Ça, c'est en théorie. Ça, c'est un autre modèle. Mais l'innovation que ça a amené, c'est-à-dire que le secteur public le téléphone était un outil révolutionnaire avant 2020, tandis que dans le privé, tu pouvais faire autre chose. Pour la médecine privée, désaffiliée aussi, un petit point rapidement. L'innovation aussi, ça c'est l'autre chose. Mon médecin en médecine sportive, il y a une machine d'échographie portable. Fait qu'il peut me faire 2 examens d'injection d'un coup dans une seule rencontre, puis il va me charger 150 $ pour ça. Si je vais dans le système public, je vais faire plus qu'une visite. Ça va être 2, ça va être 3 visites, ça va être des frais de plus. Fait que, tu sais, avec quand même certaines nuances, il y a ça aussi à considérer. Quand tu as une diversité de fournisseurs, dans le fond, là, c'est tu veux pas que ce soit tout public, tu veux pas que ce soit tout privé, puis tu veux certainement pas qu'il y ait quelqu'un en haut qui est Top Gun ou Maverick là, qui décide pour tout le système au complet. Tu vas avoir un peu de diversité. Merci. On va ramener ça à la télémédecine. Alors, Deux petits points, je pense que je finirai avec ça. La télémédecine, en fait, ne savait pas longtemps que ça existe. Puis on a encore très peu de données probantes qui nous disent quand est-ce que c'est bon de le faire et quand est-ce que c'est pas bon. Donc, quand est-ce que c'est approprié ou pas, on est encore sur le jugement clinique. Donc, il faut faire attention encore parce qu'on n'est pas rendu à savoir dans quel cas, est-ce que devrait y avoir aussi la voix du patient qui décide s'il veut l'avoir en télémédecine, est-ce que ça devrait être seulement le choix du professionnel de la santé. Donc, on est encore en train de naviguer encore un peu dans la brume sur quelles sont les meilleures pratiques pour avoir une télémédecine qui est appropriée. D'abord, j'aimerais juste mettre ça comme mise en garde. Et l'autre chose qu'il faut faire attention avec la télémédecine, vraiment à but lucratif avec Google Health, Amazon qui sort avec leur application de santé, même avec des compagnies auxquelles on travaille, on peut avoir accès à un hotline où on peut appeler pour des problèmes de santé. Tout ça, ça mène un très bon accès, mais on parle beaucoup d'accès. C'est vrai que l'accès, c'est primordial. Mais il n'y a pas juste l'accès qui est important. Ce qu'on oublie avec ce genre de télémédecine à but lucratif, c'est la continuité des soins. On appelle un numéro pour parler à quelqu'un en ligne qui nous donne un meilleur accès, mais on n'a pas cette relation de continuité avec cette personne-là. Cette personne-là ne nous a pas suivis depuis 10-20 ans, ne connaît pas tous nos bobos, puis dire « Ah oui, mais ça c'est stable, inquiétez-vous pas ». Donc, il y a le risque de manquer de cette continuité qui peut encore une fois créer de la non-pertinence de service parce qu'on ne connaît pas les circonstances dans lesquelles il faudrait peut-être prescrire, pas prescrire, faire un test, pas faire de test. Donc, il ne faut pas perdre en vue l'importance de la relation de continuité avec un professionnel de la santé. Et si on va vers une télémédecine à but lucratif qui est complètement déconnectée, on risque cette problématique-là. merci beaucoup. On a entendu beaucoup de mots-clés, qui sont des mots-clés qui reviennent dans nos conversations aussi. Les prochains 20 minutes sont à vous pour poser vos questions aux panélistes sur les services à but lucratif, sur la télémédecine à but lucratif, ou peut-être pour valider certains des trucs que vous avez commencé à discuter à vos tables. Parce qu'il y a certaines recommandations qui ont commencé à sortir qui seraient peut-être intéressantes de valider ou avoir l'opinion des panélistes sur les sujets dont on a discuté. Alors, les questions peuvent être posées en anglais, en français, comme vous le voulez. Les services d'interprétation fonctionnent aussi pour cette portion-là. Gênez-vous pas. Faites-moi signe. Oh, il y en a, OK. Ça a pris du temps à vous manifester. Je pensais qu'il n'y en avait pas. Non, mais ça, je m'en vais. You were talking about the private sector for-profit outside of the RAMQ system, but most of the physicians are actually in business for a profit. They run a business, hire secretaries, sometimes a nurse, and have to run the business and hopefully make a profit. So I just don't know whether our discussions will include that notion about moving physicians off the for-profit situation, which is the fee-for-service.
Well, there's two things, right? There's fee-for-service, which is a big problem, and I think we could have a whole panel about how physicians' pay is has to be rethought in terms of amounts and ways of paying physicians. But as Dr. Kovacina showed in his table at the beginning, you have physicians that are running their offices without necessarily being a company that's there for profit. Each physician is there to, make money, like a lot of people at work, but there's also some clinics that are really there as a for-profit organization when there's people that, the board, and they're supposed to make profit. That's what the goal is. So I think there's two different things, but you're totally right that we have to rethink the physician remuneration. As Patrick was saying before, it makes it easy sometimes to overbill or do some actions that are not the appropriate ones. I don't know if you want to... Just a word, in Quebec, in Canada, we made a really strange choice because our physicians are about the top 5 most paid in the world, but we decided to have very few doctors, but to pay them twice as much as everywhere else. So maybe we should think about that. And I think another point not to be minimized is not to forget that among all the health professionals, it's only doctors who are considered entrepreneurs and autonomous workers. All other health professionals are salaried employees of the government. And that goes back decades to negotiations way back when the universal healthcare system was created, that doctors wanted to preserve their autonomy, and we're still feeling that today because of that entrepreneurial nature that doctors held on to. Merci. Tara, I'll come to you after. You can lower your hand. There was a question. Moi, est-ce que ça m'arrête? Qu'est-ce que vous pensez du gap au juste? C'est bon en théorie. Des alternatives ou les bons points, les moins bons points? Je vais commencer. En partie, il y a des bonnes leçons qu'on a apprises avec le GAP, entre autres l'importance puis la possibilité du triage. Avec le GAP, c'est le guichet d'accès à la première ligne. Les patients qui n'ont pas de médecin de famille vont appeler puis ils vont se faire diriger au bon professionnel, au bon endroit, etc. Puis, une des belles réalisations du GAP, c'est leur capacité à avoir une approche qu'on appelle plus intersectorielle. Donc, ils ne vont pas juste penser aux médecins de la clinique, mais ils vont aussi pouvoir connecter le patient à un pharmacien, à une clinique IPS, à différentes ressources communautaires. Donc, avoir une approche plus intersectorielle, puis utiliser tous les différents services de santé qui sont à disposition. Et la leçon que je dirais, c'est aussi le triage. Donc, d'avoir une infirmière qui est capable de dire, OK, ça c'est ton cas, je vais t'envoyer ici ou à droite dans les GMF. Il n'y a pas ce triage-là, c'est le médecin qui doit le faire. Puis on sauverait beaucoup de temps du médecin si on avait un triage en amont. Fait que le GAP, c'est pas parfait, mais il y a quand même des belles leçons qui sortent de là, puis qu'on est en train de réfléchir comment est-ce qu'on pourrait les appliquer ailleurs. Tout ce que Nadia vient de dire, puis le fait qu'en fait, en appelant le GAP, des fois, on peut même être dirigé à un physio ou à quelqu'un d'autre, puis qui va être couvert par le système d'assurance maladie à ce moment-là. Par contre, on parle de l'effet pervers du but lucratif et du fait que les médecins travaillent à l'acte. Un médecin qui travaille en GMF est plus payé pour voir un patient du GAP que pour un patient du GMF, ce qui fait qu'il y a peut-être un moins bon accès pour certains de leurs patients pour les plages horaires qui ouvrent du GAP, parce que je peux parler pendant des heures de la rémunération des médecins, mais ce qui me dérange beaucoup, c'est quand on parle des médecins de famille qui ne travaillent pas assez. On a entendu des ministres de la Santé dire ça beaucoup. C'est pas vrai. Les médecins de famille, en général, ils travaillent très, très fort. Puis, rajouter des patients à leur horaire, s'il n'y a pas un triage, s'il n'y a pas une direction de ces patients-là vers d'autres ressources, c'est très difficile. Donc, s'ils prennent un patient du GAP, il y a un patient au GMF qui ne voit pas. Puis, s'ils sont mieux payés pour voir un patient du GAP, ben le choix pour ceux qui sont dirigés par ce genre de considération-là, ce choix-là est très clair. Puis ça, c'est un grand problème. Le système de santé, depuis 25 ans, a décidé qu'ils changeaient le comportement des médecins en leur donnant des primes puis en les payant. C'est la seule façon qu'ils ont trouvé pour changer notre comportement. Donc, pour nous forcer à prendre plus de gens du GAP, ben, ils payent plus pour le GAP que pour le GMF. Même, c'est drôle de penser à un point, c'est
il y a un phénomène économique, à un moment donné, qui est une désincitation, c'est-à-dire qu'au-delà d'un certain revenu, évidemment, je suis d'accord, la grande majorité des médecins de famille ne travaillent pas 2 jours semaine. Mais il y a quand même un phénomène qui existe où, comme les revenus sont élevés, puis c'est peut-être un peu plus présent encore chez des spécialistes qui peuvent gagner en moyenne, c'est plus de 400 000 $ par année. Et là, tu dis ton 4 jours, si tu as déjà gagné 300 000, c'est finalement, tu es correct, là, ou même 200 000. Puis souvent, en plus, la conjointe peut être médecin aussi, parce que la vie fait ça. Fait que là, tu te ramasses dans un autre territoire aussi, bien sûr, ça revient à la rémunération. Merci. 2 secondes là-dessus. C'est vrai, mais en même temps, il y a de plus en plus de travail non payé pour les médecins. Donc, quand on travaille 4 jours, moi, la RAMQ considère que je travaille 4 jours. Mes collègues peuvent vous dire que je suis là plus que 4 jours parce que je fais une journée complète à faire la paperasse qui n'est pas considérée payée. Il faut faire attention avec certaines des données. Je vais passer à la prochaine question. J'ai 5 questions en liste. Je vous ai tous vus et toutes vues. Je vais aller vous voir en ordre que vous avez levé la main. Moi, j'ai plusieurs questions, fait que je vais les faire en rafale. La première... Hein? Bon, je vais peut-être en faire en privé, là. Des questions en privé. Oui, là, c'est ça. Là, je choisis, là, ben, en fait, c'est ça. Là, il y en a une. On a parlé d'accès, les gens qui ont les moyens de payer pour avoir accès immédiat. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres motivations à aller au privé? Je sais que dans les médias, il y a une dizaine d'années, on mentionnait que beaucoup de gens, particulièrement des cadres, allaient au privé, soit au Québec, soit ils allaient aux États-Unis, pour échapper à l'écran radar des compagnies d'assurance, dans leur propre entreprise, etc. Et moi, je sais que, bon, j'ai participé à une expérience avec l'Université McGill, qu'on avait les mêmes résistances, par exemple, parce que l'information de médicaments passe par la RAMQ, là, pour la supervision pharmaceutique, de gens qui étaient des immigrants de première, deuxième génération, provenant de pays totalitaires ou de dictatures. Donc, comme ça passait par l'État, on essayait d'éviter. Fait que là, je veux juste voir si vous avez capté ça sur votre écran radar. Puis mes autres questions, je vais les poser. C'est probablement un des éléments, mais je ne pense pas que c'est un élément majeur. Surtout que de plus en plus, il y a des choses au privé qui sont payées par les compagnies d'assurance. Ils ne peuvent pas payer la visite du médecin, sauf en télémédecine, mais pas mal tout le reste est payé. Par contre, vous parlez des cadres. C'est sûr que les cliniques privées offrent une batterie de tests, la grande majorité inutile. Ça, c'est pour une autre conférence. Et des fois, les gens vont au privé, pas nécessairement juste parce qu'ils veulent un accès rapide, mais parce qu'ils veulent tous les tests possibles et imaginables. Puis au public, on les fait moins, pas parce que ça coûte cher, mais parce que c'est pas pertinent. Merci. Do you mind if I ask in English? Okay, great. So we were talking earlier about charges. A couple of us had, our doctor's office had an annual fee, and you could have more contact with your doctor if you paid $200-300 a year, and you could, I know my doctor's office, I've never paid it, I'm disabled, I don't have that kind of money, which means those that, as you say, have money get more but as a person with a disability, I have a lot of forms that the government requires I have filled out, and my doctor's office has price lists all over the place of the, you know, a minimum $100 per form, and you know, like I applied for adapted transport 6 times and paid, you know, $150 every time I applied. So, you know, we're talking quite a bit of money just to apply for that. Then there's disability, which took me 3 years to apply for. Then there's house cleaning. Then, I mean, every single service I've ever applied for cost me hundreds of dollars to apply for over the years. Is there a way that that can be covered? I mean, and as I was thinking of the question, I mean, they also charge for tests, but as I was thinking of the question, there's also,
I don't know if they still do this, but back when I was working, if you missed a day of work, you had to get a doctor's note. And they charge for that too, but not only that, but that must take up a lot of doctors' times. But I'm sorry, that is a separate question, and I know one question, I apologize. Est-ce que quelqu'un veut prendre cette réponse? So, when the Health Canada Act was first put together, accessibility was not one of the principles. It actually came in much later because of those kinds of frais accessoires, I don't know how to say that in English, accessory fees that were considered illegal because to have a universal healthcare system, there has to be the principle of accessibility, which means access to care without any financial barriers. So in some of those things might be illegal, however, not all, because there is a list of acceptable fees that you can find on the web for, they call them certain types of forms that are not related to the health service. So there's some That apply directly to people with disabilities. so there seems to be a loophole that's still there where if it's a form that's not directly related to a medical service, then it could still be charged. But I fully agree with you that that is, in my opinion, I mean, adapted transport. I mean, getting disability payments, like, you know. And that is we call an effet pervers, a way in which these clinics that are for profit will use those kinds of accessory fees to gain profit. So there needs to be a debate about whether that's infringing on the accessibility principle of the Healthcare Act, and I would be totally on board with that. I don't know what Isabelle would say, but because maybe some of those forms should simply be abolished. If in the clinical judgment of a physician, well, this person needs adaptive transport, that should take a line, not a whole formulary to fill. I mean, to get a disability Payments? yeah, Yes. pension plan. You have to fill out that form. But so in theory, you're not supposed to try. With MQRP, we could talk after. We actually were the ones that really fought really hard against most of the accessory fees. So paying a fee to have better service with your clinics, illegal. You're not supposed to do that. A lot of the forms, I know we can talk after, but I just wanted to say, because there's other questions, that I once filled in an adapted transport form for a patient, and it was sent back, and the patient had to reapply because I had used black ink and not blue ink. That's the level we're at. Merci beaucoup. On va passer à une autre question juste pour que tout le monde ait le temps de parler. Je suis désolée, je sais là, que le temps est quand même compté. Merci pour toutes les belles questions. Je passe le micro. On a parlé beaucoup de l'accessibilité aux gens riches parce qu'ils ont plus d'argent. Par contre, quand je regardais le tableau tantôt, on voyait les psychologues qui sont limités au niveau de la RAMQ, donc accessibilité, oui. Et puis, on les a aussi dans la colonne abus lucratifs, mais ils ne sont pas plus accessibles là, je veux juste dire, parce que même au privé, c'est difficile d'avoir accès. Donc là, comment on trouve le meilleur modèle, que ce soit abus lucratif ou abus non lucratif, autant pour les médecins de famille, avoir assez de médecins pour tout le monde, puis avoir assez de psychologues pour tout le monde, parce que plus ça va, plus on en a besoin. Écoute, vous n'aimerez pas ma réponse. Une réponse en une minute. On a fait des choix de rationner les soins depuis plusieurs années. Puis, tu sais, quand le système a été mis en place, bien, on est couvert des chevilles aux dents, en fait, juste en dessous des dents. Pourquoi? Fait que les soins psychologiques et autres, c'est la même chose. Ça devrait être couvert, mais il y a eu plein d'effets pervers de ça, et entre autres, le rationnement des étudiants en médecine, le nombre de psychologues, que je ne suis pas sûr qu'on aurait dû aller au doctorat, parce que c'est mieux d'avoir des soins, des consultations avec des gens qui n'ont pas de doctorat, qui n'ont pas de consultation pendant tout. Mais les 10 prochaines années vont être difficiles. Désolé. C'est bon, on poursuit. Il nous reste 1, 2, 3, 4 questions. On va essayer de les rentrer en 4 minutes. Je vais essayer de faire ça vite. Donc, rapidement, pour moi, les services de santé à but lucratif, c'est comme une dissonance un peu dans ma tête. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que ça reste un système éthique quand la profitabilité viendrait souvent au prix de la santé permanente des patients?
Juste prendre 30 secondes, je suis sûr qu'Isabelle va vouloir parler de ça, Nadia aussi. Regardez l'Europe. C'est pas parfait, mais c'est mieux qu'ici. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais il y a des systèmes universels. Je dis pas le but, c'est qu'il y ait uniquement des fournisseurs à soins à but lucratif, mais l'accessibilité, de mon point de vue, est plus importante. Puis il y a quand même des gains de productivité qui peuvent être faits, mais je vais passer le micro à droite. Je pense qu'une solution envisagée, c'est d'avoir comme ça se fait ailleurs, des conseils d'administration à la tête de ces cliniques-là, avec des représentants de patients, communautaires, médecins, etc., pour faire une réduction de compte, s'assurer que l'organisation de la clinique est au meilleur, est au profit de la population et pas à eux. Je pense que vous avez quelque chose à rajouter là-dessus. En fait, c'est ce que la loi 15 propose. Moi, je pense que c'est pas possible, à moins que le Collège des médecins et tous les autres professionnels aillent très, très rapidement. On a juste à voir tout ce qui se passe avec la publicité directement aux consommateurs. Moi, ça me fait très, très peur, le nombre de prescriptions qui sont faites par la télémédecine privée, qui n'a aucune allure. Moi, je pense que c'est pas possible. On peut pas... On a soit une logique de soins, soit une logique de profit. Je vois pas comment on peut avoir les deux en même temps. Merci beaucoup. Prochaine question. Okay, so Sandra wanted to know that in the private sector, for people receiving cancer treatments, so stuff like chemo, could the accessibility affect treatment basically in the private sector versus the public sector? Is it quicker in the private sector to receive chemotherapy? There's no chemo in the private sector. There's no private. It's in the public system and it's covered. In Europe, you have hospitals operated either non-profit or profit through the private sector, but everything's covered. But it's a different system than we have here. Here, there's no fast track for chemo. But if you're in the United States, it could be different. Merci. Prochaine question. Ma question a deux volets. C'est deux sujets complètement opposés, mais qui sont utiles. La première, c'est que comment, dans le système de santé, il y a la RAMQ, on a beaucoup accentué dessus pour l'accessibilité en soins de santé, mais je n'ai pas entendu parler, par exemple, de papier brun qui est utilisé par les demandeurs d'asile réfugiés et qui malheureusement c'est pas dans toutes les cliniques qui sont au courant que ce genre d'assurance existe. Je connais plein de gens qui se sont fait refuser catégoriquement de soins de santé à cause qu'ils ont le papier brun. Ça, c'est la première partie de ma question. Est-ce que je poursuis ou vous répondez au... Je vais peut-être répondre que je m'excuse, je l'avais dans ma liste de notes. Je voulais parler pour les demandeurs d'asile, les gens qui sont à statut précaire. C'est un énorme problème. La plupart des gens qui sont des demandeurs d'asile ont en fait accès à travers la Croix-Bleue, c'est une assurance privée, mais qui est payée par le gouvernement, aux soins de santé. Il y a eu des gros enjeux pendant la pandémie parce que comme la télémédecine, à ce moment-là, n'était pas couverte par la RAMQ et qu'on faisait la majorité de nos soins en télémédecine, les demandeurs d'asile n'avaient pas accès à la télémédecine que toutes les autres personnes pouvaient avoir. Fait que c'est un énorme problème et il y a beaucoup de sensibilisation à faire à ce sujet-là. L'Organisation Médecins du Monde fait un travail incroyable à cet effet. Merci. Et l'autre point que je disais, c'est par rapport à beaucoup de cas. Moi, j'ai travaillé pour la Société canadienne du cancer à un moment donné. J'ai vu plein de cas de cancer en dernier niveau, comme c'est découvert, mais c'est déjà au dernier niveau, au stade final, merci. Pendant ce temps, toutes ces personnes-là, ils ont eu un médecin de famille. Comment est-ce que c'est possible que ce n'ait pas été vu comme diagnostiqué au départ? Moi, je trouve que c'est comme... est-ce qu'il y a une façon de faire pour faire un examen par année qui est inclus le cancer dedans? C'est pas seulement comme la mammographie qu'on fait à 40 ans et plus, mais d'avancer l'âge. Je sais que c'est en plein débat, mais par contre, est-ce qu'il y a moyen de faire l'examen du cancer, par exemple, un peu
une fois par année ou c'est vraiment un stade final? Les gens vont développer des cancers, il y a des gens qui vont mourir du cancer. La prévention, c'est une chose, les bonnes habitudes de vie, tout ça. Le dépistage, on pourrait faire 3 jours de conférence là-dessus. Il y a d'ailleurs 2 jours de conférence qui viennent de se terminer là-dessus. Mais même les mammographies, ça va diagnostiquer plein de cancers qui ne vont jamais progresser, puis ça va manquer plein de cancers qui vont être finaux. Donc, l'idée qu'on peut faire des scans à tout le monde, à toutes les années, pour trouver les cancers, c'est malheureusement pas quelque chose qui est possible en ce moment. Puis, il y a plein de gens chez qui ont découvert un cancer en phase terminale qui n'aurait jamais pu être diagnostiqué auparavant. On a juste 30 secondes, un angle très personnel. Moi, j'ai eu un cancer à 27 ans. C'est correct. J'ai été chanceux, c'est un bon cas. Ça a quand même été une course à obstacles que je ne raconterai pas ici. Et la réflexion que j'ai eue à ce moment-là, moi, il a fallu que je me batte avec le système à plusieurs reprises pour avoir les tests. Puis c'est assez facile de dire, de reporter. Parce que c'est tellement compliqué. Tu sais, juste t'appelles en quelque part, puis tu tombes sur une boîte vocale qui n'a pas de message que tu peux laisser. Puis souvent on ne te rappelle pas. Puis moi, ça m'est arrivé de me faire rappeler des années plus tard après avoir été opéré pour certains problèmes. 2 fois. On a une place pour vous, c'est super. Ça fait 3 ans que j'ai été opéré. Fait que, tu sais, les difficultés d'accès font en sorte que tu préfères penser que tu n'es pas malade. C'est pas la majorité des cancers. C'est sûr qu'il y en a malheureusement que c'est inévitable, ça va arriver, des histoires malheureuses, mais les gros problèmes d'accès, je pense que c'est une partie du problème aussi. Merci. Je prends une dernière brève question, puis après ça, j'ai des consignes à donner à tout le monde pour demain, c'est quand même important. Merci. On dirait que le système privé, c'est un peu un symptôme des problèmes dans le système public. Et je me demandais à quel point que les obligations linguistiques pour devenir médecin ou devenir professionnel de la santé au Québec créent une pénurie de professionnels et s'ils permettent aux médecins, par exemple, qui connaissent l'anglais ou quoi que ce soit, ils peuvent français, ou s'il y a une autre façon de changer les obligations linguistiques pour avoir plus de médecins, surtout étant que plusieurs citoyens connaissent d'autres langues et seraient prêts à accepter les autres médecins. C'est peut-être plus corporatif que linguistique, le problème qu'on a, parce que tu as des médecins français qui, à un moment donné, finissent par se décourager. Je ne sais pas si Isabelle ou Nadia veut rajouter quelque chose là-dessus. Ben, les décisions, on n'a pas assez de médecins, mais c'est des décisions gouvernementales et entre autres avec les fédérations de médecins et le collège des médecins. Moins il y a de médecins, plus ils peuvent négocier pour faire beaucoup d'argent. Il faut dire les vraies affaires. Oui, il y a des diplômés hors Canada et États-Unis, on appelle des HCEU, qui pourraient probablement être mieux intégrés dans le système de santé, mais on ne manque pas de médecins parce qu'il n'y a pas assez de gens compétents, parce qu'on peut pas, on n'a pas de personne qui peut rentrer dans les facultés de médecine. Ça a été des décisions gouvernementales de rationner le nombre de médecins. Pour les autres professionnels, c'est un peu moins le cas. Mais bon, vous avez peut-être tous vu que l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec, leur examen a des taux d'échec de 50% parce que l'examen est fait tout croche. Il y a beaucoup de choses à revoir de ce niveau-là. Je suis d'accord, c'est probablement moins les enjeux linguistiques qui sont un problème là-dedans. Le Québec est quand même la province qui a la plus faible proportion de médecins étrangers au pays, par une bonne marge. Il y a quelque chose là à aller chercher aussi. Bonne question. Merci à tout le monde. Merci à nos panélistes. Merci beaucoup.